Merci beaucoup et bonjour à tous. La question que Léo Koutelek et moi on veut aborder aujourd'hui est à quel point nos disciplines respectives, donc d'un côté l'épistémologie et de l'autre côté la sociologie, quand est-ce qu'ils sont confrontés avec des enjeux éthiques et comment nos disciplines prennent soin de l'éthique. Il existe en sociologie l'éthique ou une sociologie dans la tradition de Durkheim qui a pour objet le fait moral. Mais cette tradition sociologique n'est pas l'objet de mon exposé. Premièrement parce que j'en suis pas un expert et deuxièmement parce que j'avais envie de partager une idée avec vous et qui concerne concrètement mon travail de chercheur et plus globalement l'éthique de la recherche qui ne se limite pas à la sociologie, bien entendu. La sociologie, le sociologue, ou plus exactement celui qui rencontre les personnes et pas uniquement les documents ou des livres, donc le sociologue qui parle aux gens, qui les observe, qui participe à leur quotidien, ce sociologue rencontre toujours le même problème. Comment trouver un accès au terrain qu'il veut étudier ? Comment peut-il obtenir l'accord des personnes pour qu'elles acceptent la présence de l'observateur, et cela parfois pendant des mois et des mois ? Comment peut-il générer dès le départ une situation de confiance permettant aux personnes étudiées de s'ouvrir aux chercheurs ? Tout ça sont des questions qui concernent ce qu'on appelle le consentement, et plus précisément le consentement éclairé, un terme qui est issu de la recherche biomédicale. Les codes éthiques des sociologues que la plupart des associations nationales possèdent s'appuient sur ce modèle. Dans le code d'éthique de l'Association internationale de sociologie, on peut lire la phrase suivante, je cite. Le consentement des sujets de la recherche et des informateurs doit être obtenu à l'avance. Une recherche maintenue secrète doit être en principe évitée, à moins que ce soit l'unique méthode pour obtenir l'information et ou quand l'accès aux sources habituelles d'information est entravé par les autorités. Donc, le défi pour le chercheur est formulé. Obtiens le consentement avant que tu commences. À mon avis, un premier problème se pose déjà ici et se traduit par la question du début. La recherche en sociologie, quand est-ce qu'elle commence ? Le sociologue interprète le sens que l'acteur attache à son action. Il essaye de comprendre comment l'acteur rend intelligible pour l'autre ce qu'il est en train de faire. Le premier contact avec un sujet de la recherche, même s'il n'aboutit pas au consentement, ce contact contient déjà des informations, plus exactement des données, que le sociologue pourra ou devrait interpréter par la suite. On pourrait dire d'une manière un peu provocatrice que la recherche en sociologie ne commence pas à partir du moment où le sujet fait sa première croix sur le questionnaire, mais bien avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces données si le sujet ne donne pas son consentement suite à la première rencontre ? Et moi, qui me considère comme un sociologue de la vie quotidienne, je pourrais élargir le questionnement. Toutes les observations que je fais au jour le jour, dans le métro, dans la rue, au bureau, quand j'observe mes collègues, qu'est-ce que je fais avec toutes ces observations qui pourraient me servir en tant que données ? Est-ce que je suis dans l'obligation de les ignorer ? Un deuxième défi que présente l'impératif disant « obtiens le consentement » est le flou autour de la question du « comment ». Et d'ailleurs, on pourrait se demander s'il y a vraiment une réponse claire à cette question. Dans ce qui suit, je vais illustrer une réponse à la question du « comment » qu'on pourrait caractériser comme une réponse classique, au moins en sociologie. Je parle que pour la sociologie. Je m'appuie sur l'exemple d'une thèse d'un jeune collègue allemand. Il avait étudié des ouvriers non qualifiés, c'est-à-dire sans formation, dans le secteur de la production et de la logistique.
Il me semble que les thèses sont de beaux objets d'étude pour les sociologues et pour les philosophes des sciences parce qu'elles sont souvent très détaillées et contiennent en miniature et donc noir sur blanc l'objectivation des pratiques scientifiques qui deviennent au fur et à mesure de la carrière académique plus ou moins implicites. Donc, ce jeune collègue explique dans le chapitre sur la méthodologie qu'il avait des problèmes à accéder au terrain. On a vu qu'il s'agit d'un problème classique. Les ouvriers qu'il voulait étudier réagissaient avec beaucoup de méfiance à son égard. L'explication pour ce rejet était, selon lui, un habitus trop académique. L'échec qu'il a vécu l'a amené à changer sa stratégie. Il s'est adapté, comme il dit, au terrain. Il a changé sa façon de parler et sa façon de s'habiller. Cela est quelque part très peu spectaculaire parce qu'on pourrait presque instaurer une règle qui dit, évidemment, quand vous faites la recherche dans le milieu des ouvriers, on ne vient ni en queue de pique, ni en bleu de travail. Mais ce qu'il a fait, et c'est ça la réponse un peu standard à la question du comment, la solution pour le problème du début, il a surtout adapté son discours. Il s'est senti obligé de se réinventer un nouveau rôle de chercheur. Cette prise de conscience que le chercheur a un certain rôle sur le terrain et pas uniquement un rôle qu'il invente lui-même, mais aussi un rôle qui se construit en interaction avec des acteurs au terrain, ça, c'est un outil incontournable en ethnographie. Qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune collègue allemand? Il a fait, comme il dit, appel à une légende. Il s'est présenté en tant qu'universitaire qui ne voit que ses chiffres et ses statistiques toute la journée et qui aurait enfin compris qu'il faut surtout parler aux vrais gens pour une meilleure compréhension de la réalité qui pourtant est son objet de recherche. Au premier abord, on pourrait dire qu'il est facile d'identifier le dilemme éthique qui se présente dans cette situation. Cette légende, elle est objectivement une fausse information, pour ne pas dire un mensonge. La légende est une légende au sens propre du terme. Une telle façon de faire ne convient pas à l'idéal du consentement éclairé. Mais en tant que sociologue, je dirais qu'il faut comprendre le sens de cette action. Donc il faut faire un pas en arrière. Quelle est donc la crise pour laquelle cette action semble être une solution convenable, au moins au point de vue du chercheur? Ça nous fait revenir sur la question du début que j'ai discuté avant. Mais maintenant, on peut quelque peu l'affiner. Certes, les premiers échanges avec un sujet potentiel peuvent contenir des informations très importantes. Mais le problème fondamental que l'enquêteur doit résoudre n'est pas tant d'obtenir le consentement, parce que pouvoir obtenir le consentement suppose que la relation est déjà, d'une manière ou une autre, instaurée. La question du début se pose plutôt ainsi. Comment obtenir l'écoute du sujet potentiel ? Comment générer suffisamment d'attention et surtout de l'intérêt chez celui qui, a priori, rien à voir avec la recherche ou le monde académique? Comment le convaincre que la participation à la recherche est important, nécessaire, un devoir, chouette ou une aventure? À mon avis, les discussions autour du consentement, qu'elles soient éthiques ou méthodologiques, ne prennent pas suffisamment en compte que la question du consentement contient un dilemme difficile à résoudre. Et ce dilemme est étroitement lié avec la pratique de la séduction. L'enquêteur, il doit séduire l'autre pour qu'il l'écoute. La séduction, c'est une forme plus ou moins douce de faire quelque chose à quelqu'un, même s'il n'est pas forcément dans son intérêt. Séduire et astreindre ou détourner. Il s'agit d'ailleurs de la même racine latine. Seducere, cela veut dire détourner du droit chemin.
C'est peut-être pour ça qu'on parle souvent de la séduction dans le contexte des vices. Les sociologues Jean Baudrillard et Georg Simmel se sont intéressés à la séduction, l'un dans son livre de la séduction de 1979 et l'autre dans l'article La coquetterie de 1909. Selon Baudrillard, celui qui est séduit met l'autre dans une situation où on ne lui prend rien, mais on lui offre quelque chose. Dans le cadre de la recherche, ce sont des résultats qui sont séduisants. L'éclairage sur une question, le traitement pour une maladie, etc. Et chaque fois, quand le chercheur répond à un appel d'offres, il doit aussi essayer de séduire et ne pas uniquement convaincre avec une argumentation brillante. Celui qui veut séduire s'efface. Il n'a pas de vérité propre. On pourrait dire que c'est ce qui se passe dans la situation du chercheur et des ouvriers. Malgré tous ces chiffres, il ne connaît rien. C'est ce que raconte la légende. Pourtant, on interpréterait mal la légende si l'on pensait que le chercheur demande de tout lui apprendre. Cela voudrait dire que le chercheur s'abandonne complètement aux ouvriers. Mais c'est justement le va-et-vient entre l'abandon, entre abandon et retenue qui caractérise la coquetterie selon Simmel. En disant que malgré tous ces chiffres et ces statistiques, il ne connaît pas grand-chose, il ne fait pas une confidence, mais il formule un défi. Simmel appelle cette pratique une coquetterie provocatrice. Dans notre cas, dans le cas des ouvriers et du chercheur, on pourrait la formuler ainsi. Peut-être tu peux m'apprendre quelque chose, mais peut-être pas. Allez, essaye. Par une sorte de tour de passe-passe, ça devient le devoir de l'ouvrier de se montrer capable de participer à ce projet de recherche. Mais il ne s'agit pas d'un tour de passe-passe, mais des mécanismes de la séduction. Si nous interprétons la légende de l'universitaire dans le cadre de la séduction, nous pouvons désormais plus la considérer comme un mensonge qui serait à réprouver. Uniquement, ce qui n'est pas déchiffrable d'emblée séduit. Celle ou celui qu'on désire et qui se dévoile immédiatement a perdu tout potentiel de séduction. On a donc tout intérêt à être flou, opaque et mystérieux. Je vais interrompre mon analyse pour passer la parole à Léo Koutelek. Je vais juste essayer de résumer brièvement. Dans la littérature concernant l'éthique de la recherche en sociologie, nous trouvons l'obligation de demander le consentement du sujet avant de commencer la recherche. J'ai essayé de démontrer qu'il existe avant cette demande de consentement un problème plus fondamental qui est celui du début. Comment arriver à générer chez celui qui n'a rien à voir avec la recherche et qui n'a pas spécialement envie de se laisser étudier? Comment peut-on générer chez cette personne l'écoute qui déboucherait ensuite sur une demande de consentement? C'est à ce moment que j'ai introduit la logique de la séduction. Il me semble que tout chercheur qui veut faire la recherche incluant des personnes est confronté au même problème et d'après moi, ce n'est pas uniquement valable pour les sociologues. Chacun, à sa manière, doit séduire son sujet de recherche. Cela provoque un dilemme parce que la logique de la séduction, donc garder un secret, camoufler le vrai intérêt, contraindre doucement, arriver à ce que l'autre renonce à ce qu'il connaît, et la logique du consentement, donc l'information transparente, anticiper le mieux possible les conséquences et le libre arbitre, ces deux logiques s'excluent mutuellement. C'est à mon avis au travers d'une telle analyse que la sociologie peut contribuer à prendre soin de l'éthique. Je prends le relais.
Bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux de participer pour la 3e année consécutive à ces 10 heures de l'éthique. Très heureux aussi de commencer toujours en premier la journée, comme ça vous avez toute l'attention, ce qui n'est pas le cas pour les derniers intervenants qui doivent être beaucoup plus performants dans leurs prestations que nous, parce que la journée est longue mais passionnante. Alors, allez, je relèverai le défi, j'essaierai. Alors à l'instar de ce que vient faire Sébastien, c'est-à-dire d'interroger la façon dont l'éthique intervient dans sa discipline, la sociologie, je vais essayer, moi, de vous démontrer, ou en tout cas d'exposer la façon dont l'éthique vient à l'épistémologie. L'épistémologie étant l'étude, la compréhension des savoirs scientifiques, des savoirs en général, mais par usage disciplinaire plutôt des savoirs scientifiques. Et l'éthique, donc, on va essayer de voir ce que c'est dans mon propos. Alors, comment l'éthique vient à l'épistémologie? Le questionnement éthique en épistémologie, autrement dit le questionnement au sein de la démarche qui consiste à appréhender des savoirs scientifiques ou des savoirs en général, tient, me semble-t-il, précisément à une chose, c'est à la façon dont la science ou les sciences vont appréhender leur objet, l'objet de connaissance. Il me semble que la conception des objets de connaissance est précisément une question épistémologique, et il me semble que cette question de la conception des objets de la connaissance est une question éthique, tout autant qu'une question épistémologique. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en essayant d'argumenter dans le sens d'une sorte de fusion progressive de l'épistémologie et de l'éthique si l'on prend conscience assez fondamentalement que le réel que l'on regarde n'est ni un réel qui nous est donné, ni un réel qui est complètement construit. Et c'est un peu sur cette tension dans laquelle la science est prise que se joue cette fusion, cette rencontre entre l'épistémologie et l'éthique. Effectivement, dans la représentation classique des sciences, il est indiqué que celle-ci a comme matériau le réel, les données empiriques, voire les faits. La science chercherait à dévoiler la réalité des choses, à comprendre les phénomènes, se donnant pour objet d'étude tout ce qui relève de la matière et des phénomènes issus de la matière. Alors évidemment, il serait difficile de remettre en cause cette conception classique des sciences sans dénaturer ce qu'est la science, mais avec la même intensité, je pose la question de savoir si restreindre la science à simplement un dévoilement de données empiriques ou une étude de la matière ne serait pas, a fortiori, aussi appauvrir le concept de science. Je pense que les résistances convenues contre les intrusions spiritualistes dans la science ne cachent, me semble-t-il, une difficulté à appréhender l'épaisseur du concept de science, dont le pluralisme semble, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, semble devenir le principe organisateur. Donc, ce que je voudrais commencer par dire, c'est qu'il est vain, je pense, voilà, de rester à la conception classique des sciences. Bien des philosophes, d'ailleurs, des sciences, comme Gaston Bachelard ou encore Georges Canguilhem, l'ont très tôt démontré. Ils ont très tôt démontré que l'entreprise scientifique ne pouvait se résumer à une étude des objets donnés. Voilà. Selon le premier, donc Gaston Bachelard, la science réalise ces objets sans jamais les trouver tout à fait. Elle ne correspond pas à un mode à décrire, mais elle ne correspond pas à un monde à décrire, mais à un monde à construire. Canguilhem reprend cette idée en affirmant que la nature n'est pas elle-même découpée et répartie en objets et phénomènes scientifiques. C'est la science qui constitue son objet. Alors, vous reconnaissez peut-être, pour certains d'entre vous, la controverse épistémologique classique entre réalisme et constructivisme qui a animé tout le débat épistémologique et sociologique du XXe siècle. Alors, ce que je cherche à montrer,
c'est que les postures réalistes, donc selon laquelle, qui postulent qu'il y a un réel donné, et les postures constructivistes, hein, je résume, hein, mais qui postulent que la science ne fait que construire son objet, que le réel est construit de part et d'autre. Il me semble que ces postures ne sont en fait pas contradictoires. Il suffit simplement peut-être de décaler notre regard sur les objets précisément et sur leur conception. Une philosophe des sciences, Anne-Françoise Schmid, a démontré que si l'objet nébuleuse était l'objet donné de l'astronomie, le modèle galaxie suppose, lui, une construction plus complexe à laquelle participent des compétences qui ne relèvent pas entièrement de l'astronomie des nébuleuses. Pour prendre un autre exemple, en écologie scientifique, l'objet écosystème était considéré comme un objet donné de l'écologie des écosystèmes, alors que l'objet paysage ne l'est plus. L'écologie des paysages nécessite beaucoup plus que l'écologie en tant que discipline, mais une pluralité de savoirs et de regards. Le paysage n'est plus la concrétisation d'une discipline qui aurait le privilège de l'étude de cet objet, comme l'avait l'écologie pour l'écosystème. Si on prend des objets plus contemporains, comme les OGM par exemple, hein, qui sont des objets de controverse scientifique, il est vain de considérer qu'un objet comme l'OGM est l'objet donné d'une discipline, par exemple la biologie moléculaire. Il est évident que c'est un objet générique qui n'appartient à aucune discipline. Donc il y a d'abord voilà, ce regard, je pense, à changer sur les objets qui ne sont plus seulement des objets disciplinaires, qui seraient donc des objets donnés d'une discipline particulière. Et je crois que tous les objets qui nous préoccupent aujourd'hui en tant qu'objets à la fois scientifiques, mais aussi objets de préoccupation sociale, sociétale, comme le climat, comme le cancer, comme l'obésité, comme la maladie d'Alzheimer, le réchauffement climatique, etc., sont des objets qui dépassent précisément le cadre disciplinaire, qui dépassent cette opposition, cette tension, précisément disciplinaire entre le donné et le construit. Alors, pour essayer d'aller plus loin là-dessus, je pose une hypothèse, et vous verrez que c'est là que l'éthique vient à l'épistémologie. Je pose une hypothèse selon laquelle ces objets auxquels nous avons affaire, le climat par exemple, et j'illustrerai avec la maladie d'Alzheimer, sont des objets que j'appelle des objets désintégratifs. Et vous verrez que j'en donne des caractéristiques qui sont à la fois des caractéristiques épistémologiques, en cela qu'on va essayer de savoir de quoi ils sont composés, mais aussi éthiques. Alors, pourquoi désintégratif, ou plutôt partir d'objets intégratifs, plutôt que quelque chose de convenu en épistémologie dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui a été de parler d'objets complexes. Parce qu'évidemment, ces objets sont des objets qu'on pourrait qualifier de complexes. Pourquoi intégratif ou désintégratif, hein, plutôt que objet complexe? Il me semble que derrière l'idée d'objet complexe, et d'ailleurs ça a été très bien illustré dans un dialogue qui a eu lieu entre un scientifique et un philosophe, enfin l'inverse, une philosophe et un scientifique, dans un livre qui s'appelle Philosophie de l'interdisciplinarité. Le scientifique s'appelle Jean-Marie Leguet, c'est un grand biologiste, un des fondateurs de la biométrie en tant que discipline. Et la philosophe, c'est Anne-Françoise Schmid, que j'ai déjà citée. Dans leur dialogue et leur désaccord sur justement ce que sont les objets contemporains des sciences, Jean-Marie Leguet défendait plutôt l'idée que les objets auxquels nous avons affaire sont des objets complexes. Et il définissait ça de la façon suivante, c'est-à-dire que c'est des objets complexes en cela qu'il est impossible de leur enlever une des caractéristiques sans leur modifier leur nature. Donc il avait la complexité selon Jean-Marie Leguet, mais qui est aussi en fait la complexité selon les tenants de la théorie de la complexité en termes de conception d'objets. En fait, c'est une forme d'intégrité de l'objet, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher à faire pour essayer d'appréhender les objets complexes, c'est de les maintenir dans leur entièreté, de ne pas leur enlever une composante, une dimension, un niveau, une échelle, mais essayer de les comprendre de façon multidimensionnelle, multiréférentielle, multiniveau, pour finalement essayer de les comprendre complètement.
dans leur complexité. C'est là où il y a un désaccord, où j'ai un désaccord avec cette conception des objets complexes, et en cela je suis la pensée d'Anne-Françoise Schmid également. C'est qu'il me semble qu'en plus d'être multidimensionnel, multiréférentiel, multiniveau, multidisciplinaire, vous pouvez rajouter tous les multis que vous voulez à propos de ces objets, je pense que ce qui fait leur caractère proprement contemporain et difficile à appréhender, c'est surtout leur caractère non synthétisable. C'est-à-dire que ces objets interdisent la synthèse, et je vais l'illustrer. C'est, je crois, ce changement de point de vue sur les objets, ce changement radical, qui va nous permettre peut-être d'amener l'éthique au sein de l'épistémologie. Là où l'intention épistémologique liée aux objets complexes est celle du recouvrement, c'est-à-dire qu'on essaye, en faisant converger des perspectives disciplinaires, en faisant converger des savoirs, en faisant converger des observations à des niveaux différents, on essaye de recouvrir l'objet dans son entièreté. Ça, c'est l'intention épistémologique des objets complexes. L'intention épistémologique qui sera la nôtre, qui est la nôtre, celle des objets intégratifs ou désintégratifs, c'est plutôt une intention de non-synthèse, c'est-à-dire de postuler, et là je crois que c'est un postulat éthique, de postuler que ces objets ne peuvent pas être synthétisés. C'est des objets sans synthèse. Alors, pour que mon propos soit plus incarné et peut-être pour l'illustrer, pour que vous puissiez l'appréhender peut-être un peu mieux, je vais essayer de montrer que l'objet de connaissance maladie d'Alzheimer est un objet non complexe, en ce sens qu'il est non synthétisable et en ce sens qu'il est peut-être un objet intégratif, alors plutôt désintégratif. Alors j'explique la distinction. Objet intégratif laisserait à penser qu'on va intégrer, qu'on va être encore dans une démarche d'intégration, hein, donc on va se rapprocher de la complexité, alors que précisément je pense que les objets auxquels nous avons affaire sont de type chaotique et donc plutôt désintégratifs. C'est ils défont plutôt qu'ils font. Ils défont les frontières classiques, ils défont les frontières disciplinaires, ils défont nos références hiérarchiques en termes d'organisation des savoirs, plutôt que l'inverse, plutôt qu'organiser toutes ces disciplines. Disons que l'objet désintégratif va en quelque sorte commander le savoir, plutôt que l'inverse. Là où la conception classique des sciences partait de la discipline ou de la théorie pour organiser le réel, en disant voilà, l'astronomie dit ce qu'est une nébuleuse, hein, mais c'est la discipline qui crée cet objet, en faisant croire par ailleurs qu'il est donné et qu'elle va simplement le dévoiler, mais en fait c'est un objet d'une discipline. Là, on va effectivement partir de l'objet, en considérant au départ qu'il est une inconnue, qu'il est quelque chose que l'on ne connaît pas a priori, qui ne relève ni d'une théorie particulière, ni d'une discipline, et c'est lui qui va commander l'organisation des savoirs de façon désintégrée, plutôt qu'intégrée. Alors, l'étude de plusieurs objets, dans plusieurs objets de projets de recherche que j'ai pu mener, que ce soit dans le cadre des biotechnologies végétales ou que ce soit dans le cadre de la recherche biomédicale, j'ai pu identifier 5 caractéristiques des objets des sciences contemporaines, qui me semblent être des invariants un petit peu, des objets auxquels nous avons affaire. Donc je vais simplement, parce que le temps ne permet pas de les détailler, je vais simplement les exposer rapidement, et puis ensuite je vais voir ce que ça donne en quelque sorte. Je le confronte à la question d'Alzheimer. Alors ces 4 caractéristiques des objets des sciences contemporaines me semblent être les suivantes. La première, c'est qu'il y a dans la conception de nos objets ce que l'on appelle l'intentionnalité, l'intention. Ces objets ne sont plus dans une distance phénoménologique par rapport aux chercheurs ou au collectif de recherche qui en a l'étude. Ces objets ne sont plus des objets à distance, c'est des objets qui sont constitutifs de nos intentions. Enfin, plutôt que nos intentions constituent ces objets, excusez-moi. L'intention que le chercheur a dans sa recherche n'est pas un bruit, n'est pas quelque chose qui est annexe, c'est constitutif de l'objet. Si le chercheur en biotechnologie végétale a l'intention que l'objet qu'il va créer soit invisible à la réglementation européenne, alors il va faire un objet qui constitutivement le permet. C'est ce qu'a fait certaines entreprises de semences quand ils ont
fait des OGM qui n'ont pas été faits avec de la transgénèse, mais avec d'autres techniques de manipulation, mutagénèse ou cisgénèse. Ils ont constitué un objet avec une intention particulière, c'est d'échapper à la réglementation européenne, la directive 2001-18, qui disait qu'un OGM, c'est le résultat de telle et telle technique, transgénèse principalement, mais pas précisément mutagénèse ou cisgénèse. Donc vous voyez que dans l'intention du chercheur, précisément, il y a une dimension de l'objet qui est constitutive. Donc je donnerai un exemple sur Alzheimer après. Le deuxième caractéristique des objets des sciences contemporaines, c'est la superposition de savoir et de non-savoir. Je crois qu'il est faux aujourd'hui de considérer qu'un objet scientifique qu'on essaye d'étudier est composé de savoir. Il est surtout composé de non-savoir. Précisément, tout ce qui est dans l'opacité des savoirs, qui ne se voit pas par le prisme de la théorie dominante à une époque donnée ou de la discipline maîtresse pour l'étude de cet objet. Je pense qu'il y a tout un tas de zones d'ombre qui sont des non-savoirs, toutes les incertitudes également à propos d'un objet, qui ne sont pas, encore une fois, des bruits ou secondaires, mais qui deviennent constitutifs de l'objet, qui en sont cœur. La troisième caractéristique centrale, évidemment, qui dépend de la deuxième, c'est l'impossibilité de la synthèse. Je l'ai déjà dit, du fait même qu'il y ait des zones de non-savoir, d'inconnaissance, d'incertitude radicale, c'est-à-dire d'incertitude que l'on ne pourra pas dépasser, d'imprévisibilité, d'impossibilité d'identification de ponts entre disciplines. On le verra avec Alzheimer, ça c'est très important. Alors ces objets interdisent la synthèse, sinon à faire un forçage épistémologique, et c'est-à-dire à réduire l'objet à quelque chose qui permet de faire ces ponts, qui permet de tout contrôler, de tout maîtriser, mais qui en fin de compte laisse beaucoup de ces caractéristiques de côté. La quatrième caractéristique des objets désintégratifs, c'est que leur identité, l'identité de l'objet même, invite à déhiérarchiser les disciplines, à déhiérarchiser les savoirs. Lorsque vous passez de l'écosystème au paysage, vous ne sortez pas simplement de l'écologie en tant que discipline maîtresse dans l'étude des écosystèmes. Quand vous passez au paysage, ce que vous faites aussi, c'est que vous décentrez l'écologie. Elle est plus au centre de l'étude des systèmes naturels ou socio-naturels. Elle devient une discipline parmi d'autres, à côté de l'histoire, à côté de la sociologie, à côté de l'agronomie, à côté de l'anthropologie, etc. Et donc l'objet paysage même déhiérarchise le rapport entre les disciplines et entre les savoirs. On verra qu'avec Alzheimer, l'objet Alzheimer même déhiérarchise le rapport entre les disciplines scientifiques et les savoirs d'expérience. Savoirs d'expérience qui ne sont plus ce qui vient après, mais qui vont devenir au même titre que les savoirs scientifiques, quelque chose qui va constituer même l'objet maladie d'Alzheimer. Enfin, cinquième caractéristique, plus complexe, mais semble-t-il quand même importante, c'est ce que j'appelle la futuralité. C'est-à-dire que tous ces objets contiennent dans leur dimension une part de futur. Ils constituent une part de ce qui se passera demain. Et en quelque sorte, ils déterminent, ou ils ouvrent, ou ils ferment des possibles dans la façon même dont on les conçoit. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la futuralité. Alors, pour accélérer un peu, parce que je crois que le temps passe, mais prenons l'exemple d'Alzheimer. Bon, pour essayer de voir comment cet objet désintégratif peut être qualifié et les questions éthiques que ça pose. Combien de temps il reste ? Il reste 10 minutes ? Ah, bon, c'est ça. Voilà. Il existe avant moi, hein, futuralité. Donc 10 minutes, c'est bien. Ouais. Donc, la délimitation de l'objet, évidemment, c'est une opération qui est capitale. Donc, comme je voulais comme j'essaye de vous le montrer. De quoi parle-t-on ? La maladie d'Alzheimer offre de ce point de vue une perspective qui me semble particulièrement intéressante. Depuis le début des années 90, s'est constitué un champ scientifique autour de la compréhension de la maladie d'Alzheimer, notamment à partir de 92,
autour d'une hypothèse qui a été développée par deux scientifiques, Hardy et Higgins, qui s'appelle l'hypothèse de la cascade amyloïde, dont je vous passe l'explication, parce que ça n'éclaire pas mon propos. En quelques décennies, ce que l'on appelle l'hypothèse, donc ce que l'on a appelé plutôt la maladie d'Alzheimer, est devenu l'objet d'un intérêt important lié à la compréhension des démences et plus généralement sur les mécanismes de vieillissement pathologique, à tel point que la maladie d'Alzheimer, comme vous le savez, peut-être trop, est devenue peu à peu le symbole ou la métaphore du problème de l'âge et de l'un de ses corollaires qui est la perte de mémoire. Depuis les années 90, la maladie d'Alzheimer s'est biomédicalisée avec un investissement toujours croissant dans la compréhension scientifique des causes et des mécanismes de la maladie, dans la perspective de trouver une voie thérapeutique efficace sur un phénomène qui est considéré à juste titre comme un fléau qui touche énormément de personnes. Plus tardif, mais non moins important, il y a des efforts ont été développés pour appréhender les dimensions sociales et éthiques de ce phénomène. Et c'est aujourd'hui une des thématiques de l'espace éthique Île-de-France notamment. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'Alzheimer? Est-ce que c'est un objet donné? Est-ce que c'est un objet construit? Certains ont même parlé de mythe, que finalement la maladie d'Alzheimer c'était un mythe que l'on avait créé, que la recherche biomédicale avait créé. Inversement, les scientifiques sont plutôt en train de dire que c'est plutôt un donné, c'est une réalité, elle est là, elle s'impose à nous. Alors, comme je vous l'ai dit, je pense qu'un objet comme Alzheimer n'est ni donné ni construit. En tout cas, ni absolument donné, ni absolument construit. C'est en fait une inconnue. La maladie d'Alzheimer est une maladie sans définition. C'est une maladie sans définition que l'on peut appréhender qu'indirectement, au risque sinon de faire des erreurs épistémologiques aux conséquences éthiques. Et aborder indirectement cette maladie sans définition, c'est essayer simplement de voir si les invariants que j'ai cités précédemment, qui caractérisent les objets des sciences contemporaines, à mon sens, peut-être qu'ils ne sont pas les seuls, comment se manifestent-ils dans le cas d'Alzheimer? Donc ici, ce que je fais, c'est un exercice d'épistémologie. Et cet exercice d'épistémologie doit vous faire identifier les enjeux éthiques que ça pose. Alors la première caractéristique, l'intentionnalité, dans l'appréhension d'un phénomène comme Alzheimer. Une première caractéristique des objets désintégratifs. Évidemment que les intentions ici sont très fortes. Elles sont très fortes quand on commence à étudier un objet comme la maladie d'Alzheimer. Une de ces intentions, c'est précisément d'en faire une maladie, déjà. C'est-à-dire d'en faire un phénomène essentiellement anatomopathologique, en tout cas dont l'étiologie est essentiellement anatomopathologique, et donc dont la compréhension relève essentiellement de disciplines biomédicales, pour le faire très, très large. Donc c'est une première intention. Le fait de parler de maladie d'Alzheimer nous met déjà dans une voie, c'est une intention qui n'est pas sans conséquence. La deuxième intention que j'ai pu observer et qui pèse très fortement, me semble-t-il, sur l'appréhension de cet objet de connaissance, ici je parle d'objet de connaissance, c'est l'intention de continuité ou l'intention d'isolement de ce phénomène-là par rapport au vieillissement normal. Est-ce que si l'intention c'est d'en faire un phénomène essentiellement biologique, donc lésionnel, ou d'en faire un phénomène à multifacettes, à la fois biologique, psychique, social, alors on s'éloignera plus ou moins de la question du vieillissement normal. Ici, l'intention qui a été imprégnée plutôt sur l'objet Alzheimer depuis les années 90, c'est d'en faire un phénomène essentiellement biologique, lésionnel, qui n'a pas de rapport ou peu de rapport avec le vieillissement normal, même si l'on dit et on répète que le premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Il y a en tout cas quelque chose comme un essai, on essaye d'identifier ce qui fait que ce phénomène est particulier par rapport à un vieillissement normal. Donc là, il y a une intention de discontinuité qui est très forte. Et ces intentions,
elles sont souvent non explicitées et pourtant elles déterminent, voire elles surdéterminent la façon dont on considère l'objet. Et elles déterminent aussi les disciplines, bien entendu, que l'on va convoquer pour le comprendre. Évidemment, si on considère que la maladie d'Alzheimer est un phénomène beaucoup plus large, multidimensionnel que simplement un phénomène lésionnel, alors on va convoquer des disciplines comme la sociologie, comme l'anthropologie, comme la psychologie, comme la biogérontologie évidemment, en plus de la neurologie, en plus de la génétique, en plus de l'imagerie médicale. Au même niveau, j'entends. Alors la deuxième caractéristique, c'est qu'effectivement, dans un phénomène, dans un objet comme Alzheimer, il y a superposition de savoir et de non-savoir, et collision de savoir et de non-savoir. Évidemment, le mot Alzheimer est devenu un mot familier. On l'utilise comme expression pour qualifier un trou de mémoire, parfois avec une forme d'humour. Et c'est devenu aussi l'objet de plans ministériels, interministériels. C'est devenu l'objet, finalement, on peut dire, du sens commun. Et en même temps, c'est un objet scientifique que l'on n'arrive pas à appréhender. Et c'est cette collision entre objet commun, du sens commun, et objet de la recherche scientifique dans ces cas-là de plus fondamental, puisque les recherches qui sont faites actuellement sur la maladie d'Alzheimer, pour y être au cœur, dans le cadre d'un laboratoire d'excellence qui s'appelle Distals, sont des recherches de pointe en génétique, en imagerie, en neurologie, et pourtant on n'arrive pas, après 30 ans d'efforts très importants, à l'appréhender. Et donc cette collision de savoir et de non-savoir donne une teinte particulière à cet objet, comme c'est le cas pour beaucoup d'objets des sciences contemporaines. La non-synthèse, elle est évidente, l'impossibilité de la synthèse. Il serait vain, et pourtant ça continue à être la croyance dominante au sein dans le domaine de la recherche scientifique, qu'on pourrait comprendre la maladie d'Alzheimer dans toutes ses dimensions, et donc de recouvrir l'objet et d'en faire la synthèse, c'est-à-dire de raconter la belle histoire qu'on aime bien raconter quand on est scientifique, de la cause aux effets. Or ici, précisément, la cause, on ne la connaît pas. On a cru la connaître et on ne la connaît pas, après, effectivement, 30 ans de recherche. Et pour preuve, c'est que tous les essais thérapeutiques qui ont été faits sur le mécanisme causal envisagé pour comprendre cette maladie, l'hypothèse de la cascade amyloïde, ont échoué. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons ni explication causale, ni traitement thérapeutique efficace. Et les deux sont évidemment très liés. Donc, sinon, on ne peut pas raconter cette belle histoire de la chaîne sans maillon manquant entre la cause et l'effet. Nous sommes dans l'impossibilité de faire une synthèse, donc abandonnant l'idée des objets complexes pour la maladie d'Alzheimer. Sur l'identité déhiérarchisante, la quatrième caractéristique, là, ce qui saute aux yeux quand on étudie ce phénomène, c'est que ceux qui la vivent, la maladie, ceux qui la vivent directement ou indirectement, les aidants, les soignants, parlent peut-être aussi bien de ce phénomène que des disciplines, d'autres disciplines comme scientifiques, comme la neurologie ou la génétique. L'objet même, en fait, nous invite à déhiérarchiser les savoirs, faire sauter certains privilèges épistémiques qui ont été attribués à des disciplines scientifiques qui ont construit un objet, l'objet Alzheimer, pour essayer de déhiérarchiser ça et de mettre tout le monde au même niveau sur, finalement, ce qu'on a à dire de cet objet. Donc ça, on le voit, nous, dans les consultations que l'on fait, au sein de workshops, au sein d'entretiens auprès de personnes concernées, qu'elles parlent véritablement de façon très éclairée de ce qu'elles vivent ou de ce que vivent leurs proches. Et ces savoirs-là sont des savoirs à prendre en compte au même titre que des savoirs des disciplines académiques. Et enfin, la cinquième caractéristique, la futuralité. La futuralité comme présence du futur. La futuralité, c'est la présence du futur dans les objets des sciences contemporaines. Il est évident que dans un objet comme Alzheimer, selon la conception que l'on a, selon les dimensions de cet objet que l'on met en avant, nous allons valoriser plus ou moins le futur. C'est-à-dire le futur en cela qu'il est imprévisible et qu'il est un champ de possibilités infini. On peut, dans notre conception de l'objet, faire fi de cette présence du futur et donc considérer que l'objet Alzheimer, c'est un objet déterminé. Donc c'est toute la démarche prédictive en science.
On sait ce que c'est et on sait ce que ça sera. On vous dit ce qu'il adviendra de ce phénomène dans 10 ans, de son évolutivité, de la façon dont vous allez vivre avec, etc. Donc en fait, finalement, on fait du futur un avenir, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on réduit le futur à un avenir particulier, une ligne qu'on trace. Or, précisément, ces objets, je pense qu'ils sont constitutifs d'un futur imprévisible et complètement ouvert. Voilà. Donc vous avez vous-même identifié que pour ces 5 caractéristiques, il y a à chaque fois des questionnements éthiques qui émergent, qui sont très importants. Voilà, j'en termine ici. Merci.